tous et à toutes et merci d'avoir répondu à notre invitation. Quelques mots pour expliquer pourquoi Loïc et moi nous retrouvons en battleur à cette tribune aujourd'hui. Il y a, en mai 1982, il y a donc 40 ans, deux de nos prédécesseurs, Jean-Claude Vareille et Hélène Constant, ont, par un coup d'audace pionnier, fondé le Centre de recherche sur les littératures populaires. Ce faisant, ils ont en quelque sorte brisé une omerta universitaire qui pesait jusqu'alors sur ce qu'on dénigrait sous le nom de mauvais genre. Autrement dit, toutes ces fictions de grande consommation à qui le regard savant refusait le qualificatif de littérature. Au mieux, on considérait qu'il s'agissait d'infralittérature, de sous-littérature, de littérature de haut de gare, de romans pour concierge, pour reprendre une formule chère à Stendhal. Et donc, Jean-Claude Vareille et Hélène Constant ont, en prenant à contre-pied les routines et les traditions universitaires, donc, décidé de fonder une équipe qui consacrerait exclusivement ses travaux à ces fictions aimées du grand public. Nous sommes, en quelque sorte, Loïc et moi, les héritiers, sinon spirituels, du moins scientifiques, de ce coup d'audace fondateur. Et nous avons tenu à lui rendre hommage et, chemin faisant, bien sûr, à montrer, disons, à un public un peu plus élargi que nos seuls étudiants de master ou de doctorat, que la richesse et la diversité des travaux qui ont été menés depuis 40 ans par plusieurs générations de chercheurs. Comme vous le comprenez, il y a 40 ans, je ne dirais pas que j'étais en culotte courte, mais je ne faisais pas partie de l'équipe des fondateurs. J'incarne en quelque sorte la deuxième génération de chercheurs qui se sont succédés. Vous avez à ma droite un représentant éminent de la troisième génération et il y en a de la quatrième génération qui sont dans la salle d'une certaine manière. Voilà. Donc nous allons à deux voix essayer de vous expliquer, de vous présenter ce projet d'Expop, et en tirant quelques fils thématiques, quelques fils historiques, et puis en vous expliquant un petit peu si ce que nous avons présenté dans cette exposition, en vous offrant aussi quelques bonus de ci, de là. Alors, je crois qu'il faut commencer par le commencement, enfin pas tout à fait, il faut commencer avant le commencement. On a une première étape de notre présentation qui s'appelle le geste inaugural. Jacques l'a resitué, ce sont le début des années 1980 qui voit nos collègues s'intéresser aux fictions populaires et puis inventer d'une certaine façon une tradition qui sera une tradition de recherche au long cours, puisque encore aujourd'hui on travaille en fait sur ces fictions en continuant à étendre les objets d'étude et les aires aussi géographiques sur lesquels on travaille. Mais pour comprendre comment est-ce qu'on en arrive à la création d'un centre en 1982, il faut comprendre le contexte singulier qui est celui de la création d'une nouvelle université dans une région qui en était pas tout à fait dépourvue, mais qui ne possédait finalement qu'une annexe d'une université plus grande, plus puissante, plus ancienne, qui était celle de Poitiers. Alors les choses à Limoges, en fait, s'accélèrent à la fin des années 1950, avec la création du Collège scientifique universitaire d'Arsonval, et puis à la fin des années 1960, enfin avant la fondation de l'université, les lettres, elles aussi, prennent leur place dans cet ensemble. Alors, dans des bâtiments qui sont très différents que ceux que l'on connaît aujourd'hui, ceux où on a eu le plaisir de vous accueillir, les nouveaux M1, là, fraîchement débarqués à Limoges. Sachez que dans les années 1960, les cours pouvaient se tenir parfois au lycée Turgot, parfois dans une salle près de l'école de médecine, là où on disséquait les cadavres, avec des actions qui se sont recentrées autour du 13 rue de Genève. En tout cas, c'est là qu'en 1967, Hélène Constant, dont Jacques pourra retracer le parcours politique et scientifique, enseigne à des générations toutes neuves d'étudiants.
Alors cette université, c'est une université qui naît finalement du contexte post-68, une université du baby-boom qui assez vite va voir grossir ses effectifs. Ils sont 4600 en 1968, 7600 en 1978, ils seront 10 000 en 1988. Et cette université joue pleinement son rôle local, d'animation finalement de l'enseignement supérieur et de la recherche, en permettant, c'était Hélène qui le racontait lors des 40 ans de l'université, dans un recueil que nous avons retrouvé, en permettant à de jeunes étudiants de faire des études dans des familles où auparavant, envoyer un jeune à Bordeaux ou à Poitiers, financièrement, ce n'était pas possible. Voilà, Limoges crée ça. Donc il y a cette dimension de proximité. Et puis, comme son inverse, il y a aussi une dimension exploratoire. Et cette dimension exploratoire, elle est endossée par les laboratoires qui sont naissants. Et comme toute université, l'université de Limoges va s'intéresser à des sujets très nombreux. Vous le savez, c'est une université pluridisciplinaire. Il y a énormément de sujets qui sont abordés par nos collègues et qui ont été abordés depuis les années 1960. Simplement, on se rend compte que cette université jeune, finalement, elle est sans doute plus à même de s'intéresser et de s'attaquer à des sujets de son époque que des établissements plus anciens. Ce seront les études postcoloniales, puis décoloniales. Ce sera la sémiotique. Ce seront les littératures francophones. Et ce seront également les fictions populaires. Autrement dit, autant de sujets qui étaient laissés comme des angles morts et parfois comme des sujets relégués par les autres établissements qui peuvent, dans un établissement jeune, avec des équipes jeunes à l'époque, être étudiés et devenir en fait des sujets concrets de recherche. Je pense qu'on peut peut-être expliquer la place que prennent les lettres dans ce paysage limougeot nouveau, celui des années 60, 70, 80. La place des lettres, elle est... Dans la recherche. Dans la recherche, elle est éminente. Elle est éminente parce que au sein de la faculté des lettres, précisément dans le département de lettres, se trouvent des intellectuels originaux qui décident justement d'ouvrir de nouveaux chantiers et des champs de recherche qui appellent d'une certaine manière des initiatives inédites. Et bon, au premier rang dans la photo qui est dans mon dos et qui vous fait face, de part et d'autre d'un collègue que nous n'avons pas su identifier, qui est un collègue extérieur à Limoges pour une soutenance de thèse de 3e cycle, on se trouve Jean-Claude Vareille et Hélène Constant. Jean-Claude Vareille et Hélène Constant, d'où viennent-ils et pourquoi, d'une certaine manière, fondent-ils ensemble d'un commun accord ce centre de recherche qui, Loïc va l'expliquer, sera dans un premier temps, pour le coup, reçu avec peu de faveur et un regard assez critique par les autorités de tutelle ministérielles. En fait, leur parcours est éclairant. Jean-Claude Vareille comme Hélène Constant sont tous deux un fils et une fille des humanités classiques. Ils ont une solide formation classique, ils sont agrégés de lettres, c'est-à-dire en clair agrégés de lettres classiques, ils sont à l'aise avec, je dirais, la littérature canonique, mais tous deux, avec des motivations différentes, quoique convergentes, vont s'intéresser justement à ces sujets qui jusqu'alors étaient relégués, refoulés hors de l'étude par le regard savant. Jean-Claude Vareille soutient une thèse d'État et immédiatement après il est nommé maître assistant à l'université de Limoges, soutient une thèse d'État sur le ciné-roman chez Alain Robbe-Grillet. Alors déjà, si vous avez quelques idées, Robbe-Grillet, c'est en quelque sorte
l'une des figures iconiques du nouveau roman à l'époque, c'est-à-dire la pointe armée de la littérature dite d'avant-garde la plus exigeante. Mais ce qui intéresse Vareille, finalement, chez Robbe-Grillet, c'est l'influence souterraine de certaines formes populaires, en particulier donc le ciné-roman et les expérimentations auxquelles va se livrer Robbe-Grillet avec le cinéma. Et de fil en aiguille, Vareille, finalement, tire ce fil insoupçonné de la filiation ou des affinités électives dissimulées de Robbe-Grillet avec certaines fictions de grande consommation. Il est amené à mettre en évidence chez Robbe-Grillet, donc chez les romanciers dits de l'avant-garde, les plus exigeants, des procédés de style, des procédés rhétoriques qui, tout compte fait, s'apparentent à certains stratagèmes de l'écriture romanesque qu'on trouve chez les romanciers populaires. Et ça va l'amener, une fois qu'il a bouclé son œuvre monumentale, sa thèse d'État, donc sur Robbe-Grillet et le ciné-roman, à, d'une certaine manière, infléchir sa course vers de nouveaux corpus. Ces nouveaux corpus, ce sera justement ce qu'on appelle le roman policier archaïque, c'est-à-dire les premiers romans policiers, ceux qui surgissent dans les années 1860-1870 et jusqu'à la Belle Époque. Il va s'intéresser donc aux ancêtres du roman policier jusqu'à Fenimore Cooper, et il va aussi s'intéresser aux grandes sagas des héros criminels de la Belle Époque, Fantomas en particulier. Il va consacrer un livre ensuite qu'il a intitulé Filature, à la série des Arsène Lupin et des Rouletabille. L'un de ses livres, on le verra, s'intitule L'homme masqué, le justicier et le détective. Et donc, en fait, Vareille, lui, s'approche de la littérature populaire et s'en empare en y voyant un laboratoire de formes textuelles. Alors que Hélène Constant, qui, autre grande figure, s'intéresse à la littérature populaire, mais plutôt pour son efficience idéologique auprès de ses lecteurs et de ses lectrices. Alors, Hélène Constant, là c'est une forme de clin d'œil, vous aurez reconnu le personnage le plus célèbre sur la photo, c'est pas Hélène Constant, bien évidemment, c'est Raymond Poulidor. Mais Hélène Constant, à l'époque où Raymond Poulidor était au fait de sa popularité, était elle-même une femme politique de premier plan, puisqu'elle était elle a été députée communiste de la Haute-Vienne de 1974 à 1981. C'était une intellectuelle reconnue qui siégeait au sein du comité central du Parti communiste français, et elle a été ensuite conseillère générale, vice-présidente du Conseil général, adjointe à la culture au maire de Limoges. Donc c'est une personnalité qui avait de la surface, en quelque sorte, si je veux dire, sociale et politique en Limousin. Mais pourquoi Hélène Constant, me direz-vous, fait-elle alliance avec Jean-Claude Vareille, alliance intellectuelle, pour fonder le centre de recherche? Bien parce que Hélène Constant, en fait, s'affrontait à un paradoxe. Hélène Constant a soutenu sa thèse d'État sur Stendhal et les problèmes de la condition féminine. Autrement dit, sur un auteur, là encore, majestueux et monumental de la littérature française. Et elle a trouvé donc sur sa route, de manière récurrente, un jugement extrêmement péjoratif de Stendhal qui brocardait les romans pour concierges en parlant justement de la littérature populaire. Alors, ces romans pour concierges ne cessaient de l'interloquer, de l'interroger. Parce que, en bonne, disons, responsable communiste, Hélène Constant a longtemps perpétué le discours officiel qui consistait à désigner notamment la littérature sentimentale comme aliénante, une sorte d'opium du peuple femme, si vous me passez l'expression. Puisque, aux yeux des marxistes, la littérature sentimentale, finalement, gavait ses lectrices de rêves bleus et donc les détournait des vrais problèmes. Et puis, me confiait-elle,
cet anathème que je perpétuais commençait à me poser problème parce que lorsque je me rendais en tant que député, que j'allais à la rencontre d'ouvrières en lutte, souvent grévistes, j'avais face à moi des interlocutrices conscientes, politisées, à qui on ne la faisait pas, en quelque sorte, qui étaient tout sauf des victimes mystifiées. Et me disait-elle, quelle n'était pas ma stupéfaction de m'apercevoir que dans les pauses, entre deux réunions politiques, elle se mettait à lire des romans photos et des romans sentimentaux. Et alors, je me disais, bon, il y a un paradoxe, il y a un schisme quelque part dont il faut rendre raison. Et donc, Hélène a pris le parti, justement, d'aller chercher, d'ouvrir des recherches au long cours sur la littérature sentimentale et de mesurer à quel point cette littérature sentimentale pouvait effectivement proposer une vision du monde, certes, qu'on pouvait juger conservatrice, aliénante, mais à quel point aussi ces lectrices étaient en capacité de riposter, de résister à ces illusions romanesques. Et donc, c'est de leur rencontre, de cette rencontre d'Hélène Constant et de Jean-Claude Arey, qui est née, d'une certaine manière, l'équipe de recherche dont nous sommes les héritiers et les continuateurs. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce que l'on projette, mais dans la préparation de l'exposition, évidemment, on a déterré tous les documents possibles. D'abord, les corpus sur lesquels nos collègues ont pu travailler, donc des brassées de collections de romans populaires, avec des éditions parfois étonnantes. Et puis les archives qui sont les archives du centre, des choses que, en général, portées par les projets à venir, les thèses à déposer, etc., on regarde assez peu, en fait, dans les centres de recherche. En fait, on a tort. Parce que dans ces documents, on apprend beaucoup de choses, et notamment la façon dont nos collègues ont pu être jugés, évalués. C'est quelque chose que l'on connaît aujourd'hui dans la recherche. Dès que vous voulez faire quelque chose, il faut déposer un projet, puis ce projet est évalué, et on vous dit si vous avez le droit ou pas. Et c'était le cas aussi dans les années 1980. Donc, quand nos collègues ont souhaité fonder le centre de recherche, il a fallu déposer finalement auprès du ministère un projet, une autorisation. Voici comment le projet est jugé de manière plus que lapidaire. Expertise du projet. Tel qu'il se présente, le programme est un composite, entre parenthèses, le théâtre primitif espagnol, point d'exclamation. C'est vrai que nos collègues avaient tenté de rassembler le plus largement possible ceux qui pouvaient s'intéresser de près ou de loin aux questions populaires. Donc notez que composite, ce n'est pas une bonne chose dans les années 80. 2, impossible à réaliser sur place avec d'égales chances de succès, qu'apportera de nouveau l'équipe de Limoges aux études sur le roman populaire anglais, point d'interrogation. Donc Limoges n'a pas les moyens dans les années 80 pour les experts de réaliser son programme. Plein de bonnes intentions. Là, on voit un regard condescendant au possible sur nos collègues des années 80. Peut-on, avec un seul chargé de cours, conduire des recherches collectives dans le domaine occitan ? Et puis ensuite, l'expert pointe finalement les proximités possibles avec d'autres qui étaient, il est vrai, partis un peu plus tôt, mais qui pour la plupart ont aujourd'hui disparu. Autrement dit, ceux qui avaient peut-être raison dans les années 1980, ce n'étaient pas les experts du ministère, c'était les collègues de Limoges qui ont tenu bon et qui ont redéposé d'autres projets après ces rejets du tout début des années 1980. Alors, au-delà du caractère anecdotique et puis la distance avec le temps qu'on peut prendre, c'est toujours amusant de voir que finalement, quelqu'un se plante dans les grandes largeurs en essayant d'expertiser un programme de recherche. Je crois que la question de fond qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que l'expert ne comprend pas dans ce que les collègues de Limoges tentent de composer au début des années 1980. Et je crois qu'il y a quelque chose qui tient à la définition même de ce qu'est la culture, que vraisemblablement, les collègues de Limoges et l'expert ne partagent pas. Dans le fond, il y a deux définitions possibles de la culture. La première, c'est la culture associée au sens large aux beaux-arts et qui s'intéresse aux grandes œuvres, quel que soit leur support, dans une visée d'études esthétiques. Et puis,
La deuxième grande définition, c'est la définition anthropologique de la culture, mais en général, elle échappe aux gens qui travaillent sur la fiction. Et entre les deux, il y a une définition qui est la nôtre, une culture qui est associée à la culture du marché, une culture qui est déterminée par la production des industries culturelles. Et sans utiliser tout à fait ces termes au début des années 80, nos collègues, en réalité, se sont engouffrés dans cet angle mort-là. Et on voit que ce qui était un angle mort pour eux, là où ils voyaient finalement un gisement d'études possibles, pour les experts, c'est un non-sujet. Alors c'est d'autant plus étonnant que ce qui se passe finalement en 1982 à Limoges et ce qui se passera dans les années qui suivent trouve des échos relativement nombreux avec d'autres initiatives menées en France, en Europe. Il se trouve aussi que certains pionniers ont pu donner de premiers coups de sonde. Et je suis heureux ici de pouvoir évoquer la mémoire d'un autre collègue, d'une autre période encore, qui est Régis Messac, qui, dans les années 1920, rédige une thèse consacrée au detective novel et à l'influence de la pensée scientifique, 1929, un livre d'une modernité assez folle, et qui, un des premiers, s'empare de corpus véritablement massifs. On le voit en le lisant, prendre un plaisir incroyable à se saisir non pas de classiques, mais de brassées de fiction populaire qu'il érige en sujet savant intéressant. Intéressant aussi, les critiques de l'époque, notamment les critiques qui sont rédigées dans la presse réactionnaire, où on explique à Messac qu'il n'y a rien de bon qui peut venir de ces fictions-là, et que si on ne regarde pas la haute littérature, la haute culture, en fait, dans le fond, il n'y a rien à tirer en fait, de ces objets. Alors, la différence entre Messac, qui écrit dans les années 20, qui va disparaître de façon tragique en 1945, qui est d'une certaine façon un voisin, puisqu'en fait il naît en Charente-Maritime, et Hélène Constant et Jean-Claude Vareille, c'est que Hélène Constant et Jean-Claude Vareille font souche. Et on peut même dire que Limoges multiplie les cellules souches, là où ailleurs on a des chercheurs brillants, mais isolé. Alors Marc Angenot n'a pas fait carrière véritablement à l'université, mais je pense à quelqu'un comme Marc Angenot au Québec, par exemple, ou à Charles Grivel, à Mannheim. On trouve comme ça, dans la galaxie en fait, qui va se constituer autour de Limoges, beaucoup de collègues qui ont des intuitions exceptionnelles, qui ont fait avancer la recherche en fait, sur ces questions, mais qui pour la plupart sont des collègues très largement isolés. Ici, la différence, c'est la capacité finalement à transmettre d'une génération à l'autre des objets, des méthodes, des questionnements. Jacques évoquait les 3-4 générations qui se sont succédées, et c'est sans doute une des grandes singularités en fait, du centre dont on vous présente l'histoire aujourd'hui. Et pourtant, donc, malgré voilà. Et pourtant, malgré l'expertise, malgré cette expertise qui pourrait sembler désastreuse et être définitivement enterrer le projet, nos collègues font plus que s'obstiner. Ils vont de l'avant. Ils vont de l'avant et ils vont de l'avant de plusieurs manières, notamment en organisant des colloques internationaux fondateurs, dont il publie des actes illico à ce qui ne s'appelait pas encore les presses universitaires de Limoges, mais TRAM à l'époque. Donc un colloque international fondateur qui a lieu sous le fronton un petit peu très, très général et panoramique de littérature populaire en 1986, comme vous le voyez. Colloque qui rassemble pour la première fois de manière inédite des partenaires de recherche qui jusqu'alors s'ignoraient et qui viennent de plusieurs pays et notamment avec un fort contingent québécois qui débarque et avec lequel Limoges va tisser pendant une bonne quinzaine d'années un partenariat très structuré et très fructueux. Partenariat qui, entre autres, justement, prend corps avec le deuxième volume de la série, le roman sentimental. Vous aurez deviné que Hélène Constant était à la manœuvre pour organiser ce premier colloque scientifique ou académique consacré à
ce genre qui, au sein du ghetto des mauvais genres, est un de ceux qui a le plus mauvaise presse. Hein. En dehors du roman pornographique, je crois que le roman sentimental tient le pompon de l'indignité esthétique, sinon morale. Lors de ce colloque, bon, ce sont vraiment de gros volumes parce que Hélène Constant et Jean-Claude Vareille parviennent à rassembler jusqu'à 30 ou 40 spécialistes venus sur une base internationale. Et c'est cette base, c'est cette dynamique que, un maître de conférence jeune à l'époque encore et fraîchement arrivé, celui même qui vous parle avec quelques années de plus, va s'efforcer à partir de 94 de développer. Et donc ce réseau international, il va s'étoffer du côté d'une galaxie francophone, mais pas seulement. Et il commence à prendre forme à travers donc un colloque intitulé Frontières du littéraire, qui est fondé sur une collaboration là encore inédite avec des équipes brésiliennes, notamment avec de la PUC de São Paulo. Et dans la foulée en quelque sorte, une dynamique nouvelle prend corps entre plusieurs équipes et aboutit en 1995 à un premier jalon dans une mutation en quelque sorte du regard savant qui va s'accomplir en quelques années et aboutir à une redéfinition des fictions en régime médiatique. Nous allons nous convaincre collectivement et collégialement qu'il ne s'agit plus seulement d'étudier des fictions sur support imprimé et en scrutant une période relativement déjà ancienne, celle du 19e siècle et de la Belle Époque, mais qu'il s'agit aussi de penser d'emblée ces fictions de grande consommation comme notre biotope en quelque sorte culturel et de comprendre ce qui se joue dans leur circulation multimédiatique. Voilà. Et donc, ça va se faire progressivement. On y reviendra dans le cadre d'un séminaire plus avant avec les masterants. En 95, c'est là, finalement, on triture tous ensemble les notions qui nous encombraient, qui constituaient notre boîte à outils traditionnelle, celle de paralittérature, celle de littérature populaire, on les met un peu à la question et tout compte fait, ce questionnement collectif aboutit au bout de 2-3 ans à ce qu'émerge une nouvelle notion qui aujourd'hui fait un peu consensus, c'est celle de culture médiatique. Culture médiatique qui est au cœur du gros colloque de 1998 qui prend vraiment des allures de mini-congrès. Il y a plus de 60 participants et dont les actes sont publiés par mes soins, donc sous le titre « De l'écrit à l'écran ». Et dans la foulée, vous le voyez aussi, on commence à élargir l'empan même des corpus sur lequel on va, puisque l'enquête va s'élargir à des récits ou non fictionnels, au reportage, qui participe aussi de cette feuilletonisation globale de notre société. Alors, l'affaire continue, je vais pas... en 2002, nous enchaînons avec un colloque intitulé « Production du populaire » qui est l'un des premiers à jeter justement un coup de projecteur sur les coulisses, sur l'amont des fictions, sur les coulisses de la production, à s'intéresser à la multiplicité d'acteurs qui participent de la production de ces récits et du même coup de la sécrétion, si vous me passez la formule, de leur valeur symbolique, de leur valeur littéraire. Et puis, comme il y a toujours un mouvement de balancier, en 2006-2007, avec Loïc, nous travaillons d'une certaine manière à revenir sur une problématique très ancienne, à savoir la portée idéologique des fictions de grande consommation. Je t'ai peut-être
C'était à toi, c'était à moi, je t'ai brûlé la potiesse, mais t'as qu'à prendre la suite. J'étais complètement hacké sur le... Tu as là. Ok. T'as qu'à prendre la suite. Alors, avant d'évoquer ce temps des synthèses, je pense qu'il y a une chose qu'il est importante de saisir, c'est que, d'une certaine façon, ce qui semblait totalement hors cadre dans les années 80, au point de susciter un rejet net et direct de la part du ministère, devient, dans les années 1990, un sujet non seulement autorisé, mais un sujet ou des sujets qui ont le vent en poupe. En fait, dans le champ intellectuel, à la fin du XXe siècle, beaucoup de sujets qui étaient considérés comme des sujets mineurs ou pas intéressants ou à rejeter hors du monde académique sont étudiés. Et ce qui se passe finalement pour les fictions populaires fonctionne aussi pour un objet aussi différent, mais qui est aussi rattaché à la culture populaire, qui est le sport. En fait, c'est au même moment où, dans le fond, des intellectuels s'autorisent et sont autorisés aussi, d'une certaine façon, ou s'affranchissent en tout cas des cadres initiaux, pour réfléchir sur des objets dont on découvre la masse, la complexité et l'immense variété. D'une certaine manière, le populaire de Jean-Claude Vareille et d'Hélène Constant, comme celui qui était étudié par les collègues de leur temps et de leur époque, souvent se cantonne à une forme de canon du populaire, à des œuvres qui sont finalement assez repérables, ou à du simili populaire. C'est un des termes qu'on a utilisé pour Fantomas, par exemple. Or, en ouvrant grand les archives, on l'a fait il n'y a pas si longtemps pour sauver une bibliothèque de l'Université populaire, celle de l'UP-Beaublanc. En fait, on découvre un nombre de fictions populaires absolument incalculables et pour beaucoup oubliées. Donc c'est vraiment la découverte de corpus de masse qui n'ont pas de limite en termes de multiplication, c'est-à-dire on s'intéresse pas simplement à des œuvres mais à des collections, et qui n'ont pas de limite en termes de forme, puisque ces objets sont tout à la fois des fictions imprimées, et puis des films, et puis des séries télévisées, et puis des novélisations. Donc vous voyez que en avançant dans l'inventaire, on découvre des objets qui sont d'une complexité en réalité inouïe. Ajoutons qu'à partir des années 2000, donc une fois passé le temps des synthèses que vous voyez ici, les chercheurs s'intéressent aux circulations transnationales et découvrent que ces fictions qu'on considérait comme pas très importantes, par exemple dans le cas de la construction européenne, sont en réalité centrale pour la construction d'une culture commune européenne et d'un sentiment européen. C'est pas rien quand même. Hein. La circulation de ces objets précède de plusieurs décennies la construction politique et permettent finalement à des Européens de se reconnaître dans des objets qui sont des objets similaires. Donc le temps des synthèses et puis la collection Médiatexte ensuite. Ah, pardon. C'était une transition. Je suis voilà. Création de la collection Médiatexte Opulim, dès l'origine, les fondateurs de l'équipe, Jean-Claude Vareille et Hélène Constant, se sont convaincus de la nécessité de laisser trace et de promouvoir les recherches menées à Limoges par la publication d'ouvrages qui bloc par bloc, pièce à pièce, d'une certaine manière, se constitue une bibliothèque scientifique avec pour maître d'œuvre l'équipe de recherche de Limoges. En 2000, pour donner encore plus de visibilité à la chose, nous créons une collection en la baptisant d'un mot valise Médiatexte qui, pour signifier que nous quittons les rivages de la littérature populaire traditionnelle, limitée à l'imprimé et à quelques grands classiques du style, je sais pas moi, Fantomas, Arsène Lupin, Rouletabille, Alexandre Dumas, pour aller vers une saisie plus englobante de tous ces récits multimédiatiques qui sont au cœur de notre imaginaire partagé. Alors, cette collection, le nom même d'ailleurs, Médiatexte, dit la bascule que Loïc pointait tout à l'heure. Jean-Claude Vareille et Hélène Constant
avaient, quelques années auparavant, pris le parti de dénommer leur collection « Littératures en marge ». On voit bien à quel point l'image est à la fois juste, mais témoigne aussi d'un état antérieur de la réflexion qui considérait que finalement, les fictions dont nous parlons, et dont vous avez un beau kaléidoscope à travers les images qui ont été conçues spécialement par Yocto Studio pour notre exposition, ces fictions de grande consommation, on prenait acte encore finalement de leur minoration symbolique, de leur relégation. Alors que, à bien y réfléchir, ces littératures n'étaient pas en marge, elles étaient au centre de tout. Tout compte fait, qui est en marge? Si on raisonne en termes de culture, est-ce que c'est Lautréamont, que personne ne connaît dans les années 1870? Ou est-ce que c'est Ponson du Terrail, qui est le prince du roman feuilleton et l'auteur de Rocambole? Qui est en marge à l'époque de Rimbaud, que personne ne connaît, mais qui a pour lui effectivement l'avenir et la postérité, ou de Charles Mérouvel, hein, qui écrit Chaste et flétrie, hein, ou Xavier de Montépin, qui écrit La porteuse de pain, et qui vend, Mérouvel et Montépin vendant leur roman lacrymogène de la victime à des centaines de milliers d'exemplaires. Qui est en marge? Donc, on décide aussi quelque part, en abandonnant cette appellation, de dépasser un état marqué par les stigmatisations canoniques, et on va vers une approche qui se veut plus neutre, plus scientifique aussi, si tant est que ce soit possible. Et dans la foulée, Limoges joue un rôle majeur dans la création d'une association internationale de chercheurs, l'Association internationale des chercheurs en littérature populaire et culture médiatique. Nom de code, LPCM, littérature populaire et culture médiatique. Lorsqu'on dit qu'on joue un rôle fondateur, c'est le cas de le dire, puisque l'Assemblée générale constituante a lieu à Limoges. Vous aurez peut-être reconnu à cette photo le fronton de la faculté des lettres et des sciences humaines. Hein. Vous aurez peut-être reconnu certains des personnages avec quelques années de moins. Et cette association, elle a pris vigueur. Elle s'est dotée d'un portail. Il suffit de googliser LPCM. Bon, on trouve quelques sites industriels, mais le premier site qui ne trompe pas, c'est vous tombez sur le site de l'association qui est devenu une sorte de porche d'entrée pour tous les chercheurs, au moins dans le monde francophone, qui de près ou de loin travaillent sur ce type de corpus et ce type d'enjeu. Puis dans la foulée, parce qu'il faut bien quand même revisiter ces classiques, mon voisin de droite est aux manettes aussi pour organiser, en partenariat avec le Centre dramatique de l'Union, des journées Fantomas, manière en 2013 pour nous de saluer le centenaire de la grande saga de Souvestre et Alain qui s'étire de 1911 à 1913 pour sa publication originale. Bon, on n'en dira pas plus sur les journées Fantomas. Voilà, ça fait partie des figures effectivement avec lesquelles on a cohabité. C'est vrai que le centenaire a été l'occasion pour. Alors quand je dis nous, c'est en fait c'est peut-être aussi une des singularités du centre, c'est que le collectif revient souvent, le nous revient extrêmement souvent, et c'est un nous à géométrie variable. Il y a le nous du groupe Limougeot, et certaines sont ici, et puis en réalité, parce que la recherche est toujours histoire d'affaires collectives, en tout cas quand elle fonctionne, le nous s'étend aussi à des centres avec lesquels on travaille. Et donc là, c'est un nous qui inclut aussi Nanterre, qui inclut Bologne. Voilà, on était nombreux à vouloir
revisiter la figure, ce qui a conduit à une réédition critique en fait des Fantomas dans la collection bouquins, la Pléiade du populaire, avec un appareil critique. Donc on peut construire des appareils critiques nourris aussi pour des fictions de grande consommation. Et puis, parmi les questions qu'on s'était posées au moment de ce colloque centenaire, il y avait précisément la question de la circulation. Autrement dit, comprendre qu'une figure qu'on avait longtemps travaillée comme une figure paradigmatique de la culture populaire à la française était en réalité une figure européenne. Elle fait sens, en fait, dans beaucoup de pays européens, avec des géographies intéressantes d'ailleurs. Hein. Elle fait sens très vite en Italie, en Espagne. Elle est traduite en Angleterre, puis depuis l'Angleterre SM aux États-Unis. Et on a découvert aussi, mais ça, ceux qui ont vu le documentaire sur Fantomas qui est passé il y a quelques mois sur Arte l'ont aussi vu, devient, à la faveur de réappropriation politique, historique assez intéressante, un personnage, par exemple, dans l'ex-URSS. Et en URSS aussi dans les années 1960-1970. Donc même quand on se ressaisit finalement des vieilles figures, l'idée à chaque fois est de les réinterroger à partir de l'état des connaissances et des thématiques qui deviennent des thématiques majeures. Et cette question du transnational ou de l'histoire connectée des objets culturels, vous le savez, en regardant un petit peu ce qui se publie aujourd'hui, je pense aux publications récentes sur l'histoire mondiale de la France, hein, on saisit désormais ce qui relevait de la culture nationale dans des ensembles qui sont des ensembles beaucoup plus larges, et ça permet d'avoir une vue panoramique sur ces objets. Donc ensuite, c'est le temps des projets européens. D'une certaine manière, Loïc a déjà, non pas vendu la mèche, mais déjà posé les jalons essentiels pour la compréhension de ce que je vais rapidement évoquer maintenant. Nous sommes convaincus collectivement, disons à la fin des années 90, qu'il fallait changer de paradigme, travailler plutôt sur la circulation de fiction multimédiatique sur une base internationale, donc transnationale. Et nous l'avons fait. Ce qui nous a conforté dans ce projet, c'est dans cette démarche, c'est tout compte fait aussi les collaborations internationales extrêmement actives qui nous ont amenés à travailler avec des collègues de Nanterre, Mathieu Le Tourneux en particulier. Je prononce son nom parce qu'il va probablement venir en novembre pour un séminaire à destination des masterants, qui nous ont aussi amené à travailler à plusieurs reprises avec nos collègues italiens de l'université de Bologne. Une première fois, entre 2008 et 2010, nous avons travaillé ensemble sur un projet qui répondait au nom de code d'EPOP, pour Popular Roots of European Culture. Alors, comme le dit Loïc, finalement, ça a été notre première grande enquête collective qui nous a convaincus qu'il fallait aussi faire craquer un peu le corset national ou nationaliste, le corset hexagonal dans lequel on raisonne un peu trop souvent en matière d'histoire littéraire, et qu'il fallait considérer qu'au cœur d'un imaginaire européen partagé, eh bien, la circulation des récits de grande consommation parvenait à se cristalliser autour de certaines grandes figures iconiques. Fantomas a d'emblée une dimension européenne. Mais finalement, quand on regarde, D'Artagnan, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas puisque dans les années 1840, pas via des adaptations, via des traductions ou des adaptations à la scène, les Trois Mousquetaires se répandent comme une traînée de poudre dans toute l'Europe de l'Ouest et même en Europe centrale. Donc, ça, on a travaillé justement sur la période dans l'EPOP 1840-1940. Autrement dit, on a déjà saisi l'importance presque matricielle des fictions populaires dans un imaginaire européen avant même que le déferlement de la culture de masse américanisée, avant même que Hollywood, en quelque sorte, ne donne le là d'un imaginaire mondialisé.
Et ce temps des projets européens, il s'est continué par une deuxième étape dont nous sortons tout juste, puisque de 2018 à 2021, Loïc et moi et d'autres collègues avons été amenés à travailler dans le cadre d'un projet qui, cette fois-ci, répondait au nom de code de DETECT. DETECT pour Detecting Transcultural Identity in European Popular Crime Narratives. Autrement dit, l'idée, mais Loïc a déjà posé la balise en ce sens, c'était de travailler sur les fictions criminelles. Donc on se restreignait à un genre, mais à un genre saisi de manière multimédiatique. Donc écrit, écran, cinéma, série télé, collection policière. Donc de travailler sur les fictions criminelles européennes, mais immédiatement contemporaines, c'est-à-dire postérieures à la chute du mur de Berlin, des fictions criminelles des 30 dernières années, en postulant qu'elles pouvaient en quelque sorte jouer le rôle d'un miroir symbolique pour appréhender la mutation des identités européennes qui commencent à émerger. Voilà. Et donc, on a travaillé là-dedans et on en sort d'une certaine manière. On en sort avec des acquis, on en sort avec des publications et donc un peu comment dire, petit cocorico au passage. Aujourd'hui même a été mis en ligne sur le site de la revue électronique Belphégor, qui est une des revues soutenues scientifiquement par l'association LPCM dont j'ai parlé. Aujourd'hui même a été mis en ligne le dernier numéro issu de nos travaux, qui est consacré justement à l'euro noir, parce que les critiques, souvent journalistiques, qui sont toujours à la recherche d'un label englobant, ont dénommé euro noir de manière un peu rapide cette prolifération de fictions criminelles made in Europe, et particulièrement dominée, il faut bien le reconnaître, par les fictions venues du Nord, hein, les fictions scandinaves. Voilà. Et donc, on a travaillé sur toute la variété, et ça, le numéro est mis en ligne aujourd'hui sur le site de la revue électronique Belphégor. Alors, il faut bien mesurer ce que ça veut dire, cette histoire très rapide, et ce qui nous amène au presque dernier point, Expop, donc l'exposition que certaines ont vue parmi vous, et on invite celles et ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition. La photo vous arrête au seuil de l'exposition, donc c'est vraiment l'idée de... Voilà, si vous voulez en voir plus, il faudra vraiment venir jusqu'à la BU de Lettres. Donc cette histoire extrêmement rapide, elle témoigne à travers notamment la reconnaissance finalement institutionnelle, celle de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait des projets européens, ça veut dire que l'Union européenne accepte de suivre, de soutenir, de financer des projets de recherche sur les fictions populaires. C'est quelque chose qu'on aurait aimé pouvoir dire à l'expert de 1982. Et au fait, tu sais, dans quelques décennies, ça marchera, et ça marchera en réalité bien plus que ce que tu imagines. Même chose, finalement, de se rendre compte qu'une institution comme la BU de Lettres, Christine Béas et Hélène Layotte sont là parmi nous, et je les remercie à la fois d'être là ce soir, mais surtout de nous avoir accompagnés. Une institution désormais comme une BU de Lettres accepte et valorise des fonds comme notre fonds dit POP, qui est composé en réalité de milliers d'ouvrages, un peu plus désormais avec le sauvetage qu'on a opéré la semaine passée, mais de milliers d'ouvrages qui ont été imaginés pour une lecture rapide, mais aussi pour une péremption rapide, même matériellement en fait. C'est des livres, les livres sur lesquels on travaille étaient des livres qui étaient faits pour être lus rapidement et pour être jetés. Le fait de jeter les livres a même été théorisé par des éditeurs dans les années 1950 qui travaillaient à dégrader sciemment la qualité des ouvrages. On parle aujourd'hui d'obsolescence programmée, mais en fait, ça fait longtemps qu'elle est programmée, l'obsolescence, pour les produits culturels. Et donc, ces objets tirés parfois à des centaines de milliers d'exemplaires, eh bien, il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. Donc il faut bien, si on veut garder trace et mémoire de cette culture médiatique dont on a pu mesurer l'importance, en fait, parce que c'est elle qui crée ce qu'on appelle les communautés imaginées, en fait. Elle crée du commun entre les êtres
à l'échelle d'une nation ou à l'échelle d'un continent, il faut bien en garder la mémoire, et la mémoire physique. Autrement dit, pas simplement les textes, des textes numérisés ne suffisent pas, puisqu'il y a une dimension matérielle clé. Un ouvrage populaire, il faut pouvoir toucher la qualité du papier, il faut voir la couverture, il faut voir les couleurs qui sont utilisées, il faut voir les formats. Ce sont des objets en fait qui méritent la conservation. D'où l'entreprise de conservation et d'où Expop, qui nous a permis non seulement de faire un tour dans les archives que nous avions conservées et que nos collègues auparavant avaient aussi conservées, et d'une certaine façon de faire sens, de voir comment cette histoire, depuis quelques décennies, avait une trame qui était une trame commune. J'espère que ce qu'on vous a raconté jusque-là arrive à vous convaincre, autant que nous on l'est, de l'extrême continuité qu'il y a entre les travaux amorcés dans les années 80 et aujourd'hui. L'exposition, elle vise aussi à rendre visible l'invisible. L'invisible, c'est quoi? Ce sont ces collections, finalement, qui sont stockées dans les sous-sols de la BU, mais c'est aussi le travail savant. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on voit, finalement, du travail des scientifiques? On les voit quand ils acceptent, on est quoi, un mardi soir, un mardi soir de venir présenter leurs travaux dans une bibliothèque comme celle-là. Donc, voilà, vous les voyez un petit peu. Nos étudiants sont, eux, contraints de nous voir un peu plus longtemps. Mais finalement, ce qu'ils voient à chaque fois, c'est le produit fini. C'est le cours élaboré ou l'ouvrage paru. Ce que l'on a voulu montrer à travers l'exposition, ce sont les conditions du travail scientifique. Autrement dit, comment nos collègues ont travaillé depuis des décennies. Et on a utilisé l'exposition pour montrer des brouillons, des lettres, des correspondances diverses, les premiers échanges de mails, les tapuscrits raturés, pour voir finalement le chercheur au travail. Donc cette exposition, elle se décline en 8, 9 stations, je ne sais jamais, enfin il faudra venir pour vérifier et compter, qui montrent à la fois nos objets et nos méthodes de travail. Et puis, elle se décline aussi, alors il y a des surprises autour de l'exposition que je ne vous raconterai pas, là aussi il faudra venir. Et nous avons décidé non pas de faire un catalogue d'exposition classique, mais de produire ce qui ressemble à un fanzine. Et comme vous êtes venus ce soir, vous avez droit à la version hyper collector du fanzine, puisque, victime de son succès, notre tout premier tirage à 200 exemplaires a disparu. Et donc, nous avons demandé un retirage. Il a été distribué. Là. Il a disparu. Moi, je pense qu'on le reverra surgir dans quelques décennies. C'est un objet collector. Et donc, vous avez, au fond de la salle, le retirage express qui était commandé par Jacques ces jours-ci, est tellement express qu'il a été monté n'importe comment. Donc, on passe de la page 50 à la page 12, etc., etc. Donc, si vous voulez l'objet collector, il faut aller chercher, une fois qu'on aura terminé de discuter, l'exemplaire. Si vous voulez l'exemplaire propre, il faudra venir à la BU de Lettres, qui vous accueillera avec plaisir pour l'exposition, et vous pourrez retirer un exemplaire de ce catalogue d'exposition. Alors, hommage donc à la forme du fanzine, qui est une forme en fait typique des années 1980, et qui permet de jouer avec ce que l'on appelle aujourd'hui les ACAFAN, et qui longtemps ont été propriétaires du savoir sur les objets sur lesquels nous on travaille. Il y a aussi cette lutte symbolique et cette lutte réelle aussi pour la définition du savoir que l'on n'a pas évoqué. Mais tous les objets sur lesquels on travaille sont aussi travaillés, alors dans les années 80 à travers des fanzines, mais aujourd'hui à travers des blogs, des sites web, par des amateurs qui eux aussi en fait produisent des connaissances et du savoir sur ces objets. D'où le mot valise ACAFAN, dont certains peut-être ne sont pas familiers. Je vous en prie. Mais non. Un ACAFAN, c'est un chercheur qui se réclame des protocoles de la recherche académique, ACA, mais qui en même temps a un rapport totalement passionnel et cultuel à son objet d'étude. D'où le mot valise ACAFAN. Ça donne des postures scientifiques d'ailleurs qui sont parfois critiquées ou discutées entre nous, parce que parfois que l'enthousiasme et la passion du fan prend le pas sur la lucidité ou la rigueur du chercheur. Alors, dernière étape de cette
conférence, c'est le cap sur le crime et sur l'exploration transmédia. Dans le fond, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à travailler aujourd'hui sur ces objets, Jacques? Pourquoi on continue? Parce que ça nous intéresse, parce que il y a toujours des défis à relever, et puis parce que c'est la vie même c'est la dynamique même de la vie scientifique que de continuer à creuser des sillons. J'ai évoqué tout à l'heure le projet DETECT, le projet H2020, donc de recherche de haut niveau, qui a été financé pendant 4 ans par l'Europe et qui portait sur les fictions criminelles immédiatement contemporaines des 30 dernières années, avec un empan très large européen. Et au sein de notre galaxie de chercheurs, a germé le projet finalement de remonter vers l'amont de cette période immédiatement contemporaine et d'essayer de mener une enquête peut-être plus exhaustive, parce que en 4 ans, même en mobilisant 12 universités de manière intense, on ne parvient pas à une radiographie exhaustive des fictions criminelles qui ont explosé complètement en Europe ces 30 dernières années. Donc là, l'idée, c'était de resserrer la focale sur un pays, en l'occurrence la France, et de travailler sur la période durant laquelle les fictions criminelles commencent leur irrésistible essor dont nous connaissons aujourd'hui l'efflorescence. Et cet irrésistible essor, il y a une borne chronologique amont qui est assez évidente, c'est 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'américanisation de la culture qui devient prédominante, et symboliquement, dans le champ qui nous concerne, les fictions criminelles, Marcel Duhamel fonde chez Gallimard la série noire. Et dans la foulée, effectivement, dans l'immédiate après-guerre et a fortiori dans les années 50, on assiste à une explosion du nombre de collections policières dont la quasi-totalité a aujourd'hui disparu. Et donc on s'est dit qu'on allait explorer cette période en faisant courir notre investigation jusqu'aux années 80. Les années 80, pourquoi les années 80? C'est d'abord l'autre borne symbolique, c'est la chute du mur de Berlin, et la nouvelle donne culturelle couvre cette nouvelle donne géopolitique. Mais dans le champ particulier des fictions criminelles, qui plus est, c'est vraiment c'est la décennie qui voit la mort des grandes collections qui ont fait la gloire de la maison Fleuve Noir, les collections d'espionnage et les collections policières. Et avec cette disparition de ces grandes collections, même si la série noire continue, bien évidemment, mais la série noire, dans les années 90, va être elle-même saisie de turbulences et opérer une mutation symbolique assez forte. Donc on s'est dit qu'on allait travailler sur cette période. Donc j'ai porté le projet autour de l'Agence nationale de la recherche, qui l'a jugé suffisamment convaincant pour le retenir au titre de sa campagne 2022, et nous voici financés donc pour 4 ans, entre 2023 et 2027, sur un projet dont vous avez ici l'intitulé complet, Polarisation pour une histoire des récits criminels imprimés en régime médiatique, archives, collections, presse, circulation, 1945-1989. Et si vous réfléchissez, vous apercevrez que là encore, on a décidé de changer d'objet, puisque DETECT ne portait que sur les fictions criminelles des 30 dernières années au plan européen. Là, on va travailler sur les récits criminels, en ouvrant aussi l'enquête avec, grâce à l'équipe, l'une des 3 équipes partenaires du projet, en l'occurrence l'équipe de Montpellier, aux récits criminels qui sont charriés par la presse, qui font l'objet de faits divers. Alors peut-être qu'on peut juste donner la parole à quelques collègues qui sont là pour que vous puissiez vous rendre compte de l'étendue en fait des objets sur lesquels on travaille. Parce que là, on pourrait donner l'impression qu'on se focalise de manière systématique sur les récits de crimes. En fait, c'est pas le cas. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, plus on avance dans le temps,
plus les aires géographiques sont vastes et plus les objets, eux aussi, sont différents. Diane, peut-être, si tu veux bien. Oui. Merci, bonjour à tous. Diane Bracco, donc je suis membre de l'équipe de recherche, hispaniste à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Limoges. Alors, je ne m'attendais pas du tout à prendre la parole ce soir, donc ça va être très rapide. Je suis spécialiste de cinéma. J'ai fait ma thèse, j'ai validé un doctorat d'études hispaniques à l'Université Paris 8 et j'ai rejoint l'équipe l'année dernière, en tout cas cet axe de notre laboratoire, effectivement par l'entrée européenne, puisque donc, je travaille sur des corpus cinématographiques espagnols et depuis quelques années, j'élargis mes recherches également au cinéma italien et aux filiations entre ces deux cinémas. Et donc, c'est un champ qui va être intéressant de creuser pour les années à venir. Alors, à travers les fictions criminelles, je m'y intéresse aussi, aux thrillers notamment, mais je m'intéresse aussi par ailleurs au genre de l'horreur et de l'angoisse, notamment côté italien. Donc voilà, ça permet aussi d'élargir les corpus sur lesquels vous travaillez, puisque, comme tu l'as dit, vous avez mis l'accent sur les fictions criminelles. Voilà, je ne sais pas si... Voilà. Parfait. Thomas, peut-être Merci. C'est du happening, vous l'aurez compris. Pour saisir le panorama, quoi. Alors bonsoir à tous, donc je m'appelle Thomas Luberiaga et je commence cette année une thèse sous la direction de Loïc Artiaga sur le jeu vidéo. Donc plus précisément, je travaille sur le jeu vidéo, un objet à la croisée des cultures médiatiques et artistiques. Et en fait, ma démarche reprend un petit peu ce qu'on a vu ce soir, puisque le jeu vidéo a une histoire un petit peu parallèle, je dirais, à celle des romans populaires. Au départ, c'est un objet dont on parlait très peu. Quand on en parlait, c'était souvent en mal, pour dire que ça rendait accro, ça rendrait violent. C'était un petit peu l'opposé d'une culture légitime. Et aujourd'hui, c'est un objet qu'on peut retrouver dans des musées, par exemple au MoMA à New York. Et on se demande même si ça ne pourrait pas constituer le 10e art. Donc moi, pour mes recherches, je m'intéresse un petit peu à cette histoire du jeu vidéo et j'essaie de voir comment un objet issu des cultures médiatiques a pu devenir, entre guillemets, aussi légitime et a pu petit à petit établir des points de contact avec le monde des beaux-arts et des arts, justement, qui seraient un petit peu plus légitimes. Merci. On parle pour Michel. Oui, pour vous donner une idée de la diversité aussi du spectre des recherches menées au sein de notre équipe. Alors là, pour le coup, on change tout à fait d'horizon et de cadre. Il se trouve que, en collaboration avec notre chercheur, Michel Poupin, qui n'a pas pu malheureusement être là ce soir, nous avons ouvert un chantier depuis quelques années sur le théâtre amateur vendéen. Vous direz, quel rapport Eh bien, justement, au contraire, le théâtre amateur fait précisément partie de ces pratiques culturelles qui concernent le grand public, mais qui sont totalement invisibles et qui ont totalement été invisibilisées par le regard savant qui s'en désintéressait. Alors, pourquoi le théâtre amateur vendéen? C'est tout simplement que Michel Poupin est originaire de ce territoire et qu'il a eu l'opportunité de mener à des enquêtes ethnographiques tout à fait passionnantes, de collecter des témoignages de première main, et puis chemin faisant aussi, parce que c'est l'occasion qui fait le larron, de récolter des centaines de petits livrets qui servaient de support à ces pratiques de théâtre amateur vendéen. Ces centaines de petits livrets, nous les avons aussitôt rassemblés et ils constituent un fonds patrimonial assez original qui est hébergé par la Bibliothèque universitaire de lettres. Alors, ces petits livrets, ça c'est typiquement le genre de production qui échappait totalement au regard savant, y compris de celui des pionniers qui travaillaient sur les fictions de grande consommation. Comme l'a dit Loïc, effectivement, les pionniers, finalement, qui ont déjà eu l'audace de détourner leur regard de la littérature canonique pour regarder la littérature populaire, ils se sont focalisés sur les grands noms. Sur Dumas, il y a une association des amis de Dumas absolument énorme qui publie
des travaux qui est fort dignes d'intérêt. Mais le théâtre amateur, par exemple, qui connaît aujourd'hui, par exemple, Pulchéry est demandé à mariage, comédie bouffe d'un acte pour jeune fille. Qui connaît La femme aux yeux fermés, d'après un roman de Pierre Lhermitte adapté par l'abbé Pinault. Qui connaît, pourtant ça a été un très grand succès, c'est Dame au chapeau vert de Germaine Acremant. Bon, et ainsi de suite. Et alors, au milieu de ces milliers de pièces qui ont été écrites par des plumitifs, en général fort proches de l'Église, on trouve aussi quelques adaptations de grands classiques du roman populaire, comme Monte Cristo ou Les Misérables. Monte Cristo résumé en 30 pages, hein, et en une heure de temps. Et alors, il faut savoir quand même que ces pièces, elles étaient jouées par des troupes d'amateurs au cœur des années 50-60 dans des communes de Vendée dont la population n'excédait souvent pas 2000 habitants. Dans des villages où il y avait de 1500 habitants, on donnait deux ou trois représentations de pièces différentes chaque année, dans le cadre de la paroisse, avec le curé comme metteur en scène. Et une mobilisation stupéfiante de l'ensemble de la communauté villageoise, puisque la troupe se recrutait parmi les adolescents ou les jeunes adultes, mâles, parce que les jeunes filles faisaient du théâtre jusqu'au mariage. Après, il n'en était plus question. Mais donc, la troupe se recrutait au sein du village et toute la communauté villageoise se mobilisait non seulement comme public, mais pour apporter son soutien à cette initiative. Et pour cause, puisqu'en fait, ce théâtre a aussi, je dirais, connu un boom sans précédent dans l'immédiate après-guerre, parce que le gouvernement a supprimé les aides, les subventions aux écoles privées, donc il fallait absolument parvenir à payer l'instituteur de l'école privée, s'entend, qui, dans chaque village vendéen, rivalisait avec l'école de la République, prétendait rivaliser avec l'école de la République. Voilà. Donc, sur ce site, zut, ah non, il faut que je revienne. Voilà. Si la curiosité vous pique à propos de ce théâtre amateur vendéen, il vous suffit d'aller, là encore, Google, théâtre amateur vendéen, hop, vous tombez aussitôt sur le site dont nous affichons ici le fronton, hein, qui non seulement présente le corpus, mais vous permet d'accéder directement à des dizaines de documents tout à fait passionnants pour qui s'intéressent à ces réalités culturelles ignorées. Bien, on espère vous avoir convaincu à la fois la richesse de cette histoire qui dure depuis maintenant 40 ans, vous avoir aussi donné envie de venir voir l'exposition pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vue. Oui, une dernière image, je pensais qu'on... Oui, si, en fait, c'est bien qu'on en parle, parce qu'il y a finalement à la fois les expertises négatives. Désormais, dans nos archives, on peut aussi conserver d'autres types de documents. La critique de ce qu'on fait dans le milieu académique s'est déplacée sur la toile. Là, c'est une petite affaire, mais c'est devenu assez intéressant parce que ce qui a été étudié à Limoges a essaimé un peu partout. Et là, c'est une polémique qui était liée à un travail de master sur One Piece. Oui, tu avais vu les échanges. Ce qui est intéressant, c'est que désormais, pour la majeure partie de la population, en fait, comme pour vous, j'imagine, si vous êtes venu nous écouter aujourd'hui, c'est devenu courant et légitime de travailler sur ces objets. Et donc, la polémique sur le Master One Piece était intéressante, puisqu'il y avait finalement quelques propos relativement agressifs, mais pour l'essentiel, des commentaires assez agressifs,
des commentaires assez positifs montrant comment, pour la majorité en fait des internautes, ces sujets étaient devenus des sujets, finalement d'une grande banalité, mais aussi d'un intérêt certain, des objets sur lesquels il faut absolument continuer l'investigation. On va terminer avec une slide peut-être plus propre que celle-là, non ? Ah oui, c'était parmi les suites. Celle-là ? Parmi les suites, il y a le sauvetage récent dont on vous parlait. Donc, l'histoire qui se continue, c'est à la fois celle des recherches qui se mènent, mais aussi celle des collections que l'on intègre. Et puis voilà, on peut peut-être échanger et voir si vous avez des questions. Retenez peut-être les dates si vous souhaitez faire la visite de l'exposition, le 26 octobre et le... Non, pas le 26 septembre et le 11 octobre, pardon, sur 18h. Voilà. Disons que si vous souhaitez une visite guidée par nos soins de l'exposition, avec possibilité d'un bonus qui consisterait à aller justement descendre dans les sous-sols de la bibliothèque universitaire pour accéder carrément aux archives des fonds patrimoniaux dont nous parlons, par exemple au livret du théâtre sur lesquels s'appuyaient les comédiens amateurs vendéens. Ce sera possible à 2 reprises. Donc le lundi 26 septembre à 18h et le mardi 11 octobre, là encore à 18h. Alors bien entendu, après, s'il y a des groupes constitués qui sont d'enthousiasme, veulent visiter l'exposition, il suffit de nous contacter, Loïc ou moi. Loïc venir et nous moi. voir là. Voilà, vous venir voir là et on conviendra d'un rendez-vous particulier. Ce qu'on peut dire, c'est que l'exposition, elle est ouverte en même temps que les horaires de la bibliothèque universitaire jusqu'à la fin du mois d'octobre, donc de 8h à 18h. Non, 8h, 19h30 du lundi au jeudi et 8h, 18h30 le vendredi. Voilà. Donc, sentez-vous libre de venir sur notre campus et de venir faire la visite. Et dernier point quand même, les étudiants se sentiront peut-être un peu concernés davantage, mais il y a un séminaire, Loïc, nous organisons pour accompagner en quelque sorte à l'exposition plusieurs événements qui prendront la forme d'une sorte de séminaire. La première séance, ce séminaire, est à destination d'un public cible et souvent captif, il faut bien le reconnaître, celui des étudiants de master et des étudiants de doctorat. Mais il est ouvert à tous, donc si certains d'entre vous qui ne sont pas concernés veulent participer à ces séances, et la porte est grande ouverte. Donc, premier séminaire le mardi 11 octobre de 16h à 18h. Donc là, je crois que c'est Loïc et moi qui ferons tandem pour essayer d'éclairer les enjeux de la mutation du regard savant, de manière un peu plus, approfondie et texte théorique à l'appui dont nous avons parlé. Le jeudi 20 octobre, il y aura un deuxième séminaire que coordonnera notre collègue Natacha Levé, qui sera centré sur justement la diversité des recherches menées aujourd'hui sur les fictions criminelles. Et à une date qui pour l'instant n'est pas encore fixée, en novembre, nous organiserons aussi une séance avec Mathieu Le Tourneux et Loïc Artiaga, le retour, autour le 5 novembre, Loïc et Mathieu Le Tourneux, donc notre vieux complice de Nanterre, publient un livre sur l'histoire des éditions Fleuve Noir. Fleuve Noir et les presses de la Cité. Fleuve Noir et presses de la Cité. Et donc, à la faveur de la sortie nationale de ce livre, on organisera quelque chose en novembre aussi. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez échanger ? Non. Oui. Je vous en prie.
Pardon, il y a le micro qu'on peut peut-être... Ouais, on va vous passer le micro parce que là, comme la séance est enregistrée, autant vaut-il que les questions soient audibles. Merci. Oui, un point particulier que vous avez évoqué tout à l'heure, qui m'a un peu étonné. Certains éditeurs dans les années 50 auraient tenté de publier des ouvrages ou des fascicules, je ne sais pas, dont le papier se périmerait très rapidement. Est-ce que c'est pas plutôt le côté économique qui faisait que ce papier se périmait, comme on pense aux pulps américains des années 30, qui étaient de la pulpe de papier, donc qui se désagrègent à la lumière. Enfin, aujourd'hui, si on les garde pas dans des conditions optimum, ça s'effrite, quoi. Dès qu'on les touche, dès qu'on les... Non, je confirme. Oui. Hein, c'est dans les archives de Duhamel, donc le fondateur et directeur de la série Noire. En fait, il y a tout un jeu de concurrence avec d'autres maisons comme Fleuve Noir et les Presses de la Cité qui émergent à l'époque et se pose la question de la circulation des ouvrages. En fait, leur souci, c'est que les livres circulent de main en main, les livres sont prêtés, et donc il y a une perte finalement. Si un même livre peut être utilisé par 5 ou 10 lecteurs, on gagne moins d'argent que s'il est lu par 2 ou 3 et qu'ensuite il se débroche, il s'effrite. Donc non, c'est voilà, écrit noir sur blanc. Je pense d'ailleurs que c'est un passage qu'on utilise dans le livre qu'on sort avec Mathieu au mois de novembre. Il y a vraiment la volonté de dégrader les livres pour qu'ils s'abîment plus vite et donc qu'on soit obligé d'en acheter de nouveaux. Il y a tout un discours qui est extrêmement intéressant dans les années 50 et 60 de la part des éditeurs populaires autour de la question de la dégradation du volume, quoi. Il y a vraiment la volonté de faire du livre un objet que l'on achète et qu'on jette, parce que si on le jette, on fait de la place aussi pour de nouveaux ouvrages sur la bibliothèque. Donc quand je dis qu'ils n'étaient pas faits pour être gardés et conservés, c'est pas simplement parce qu'ils s'inscrivent dans une consommation rapide du côté des lecteurs, mais c'est aussi que ceux qui produisent à la fois ne se soucient pas de la postérité de ces ouvrages, mais en plus ont la volonté de produire un objet qui est un objet qui se dégrade. Eh ben non, moi je trouvais très très intéressant l'ouverture transculturelle à la culture européenne. Ma question c'était sur le côté transdisciplinaire. J'ai l'impression que l'approche est très histoire, lettres et puis éventuellement ethnologie pour ce que j'en perçois, mais j'ai qu'une vision. Et je me demandais si il y avait aussi par exemple des philosophes ou si la dimension archéologie des médias, si vous travaillez aussi dans ces directions-là, ou si vous étiez ouvert à ces approches, quoi. Alors, Louis pourra répondre. Nos réponses seront peut-être complémentaires. Sur le principe, aucune difficulté à pratiquer avec allégresse et conviction, je dirais, la pluridisciplinarité et même, je dirais, la transdisciplinarité en... Nous avons aussi appris à dépasser certaines cloisons disciplinaires et une certaine juxtaposition à l'école des études culturelles de nos collègues québécois. Après, localement, nous composons avec la taille, sinon modeste, en tout cas forcément réduite, d'une équipe de recherche qui a creusé son sillon dans le cadre d'une université de taille moyenne. Donc, pour l'essentiel, effectivement, l'équipe a été portée par des littéraires, que Loïc le rappelait dès l'origine, auxquels sont venus s'adjoindre effectivement un historien de la culture en la personne de Loïc ou des collègues venus de l'histoire du sport. Après, au plan, je dirais, national et international, notamment dans le cadre de cette association internationale de chercheurs que nous avons contribué à
portée à mettre sur les rails. Alors là, pour le coup, on se félicite de pouvoir croiser nos regards avec des collègues qui viennent de disciplines différentes. En particulier, on a là encore, c'est pas on ne va pas se tresser des couronnes de laurier, mais disons que non seulement à Limoges a joué un rôle moteur dans la création de l'association, mais aussi dans dans l'organisation des premières assises internationales de la recherche en culture médiatique qui ont eu lieu en 2017 et où on a réussi pour la première fois à faire dialoguer des dates de spécialistes ou des réseaux qui s'ignoraient un peu ou qui fonctionnaient chacun de leur côté. Venus des sciences du jeu qu'on appelle les game studies à l'anglo-saxonne, venus de l'infocom, venus de la sociologie des médias, de la sociologie de la culture. Bon, on a encore de toute manière, encore à progresser dans le sens de cette interdisciplinarité, incontestablement. Donc, pour le dire simplement, aucune prévention de principe pour travailler en faisant notre miel de l'apport de certains philosophes spécialisés dans l'archéologie des médias, mais on n'a jamais pu en bénéficier localement, jusqu'à présent. Je sais pas si... Non, oui, enfin, peut-être s'agissant de la philosophie, il faut pas négliger la manière dont beaucoup de chercheurs se sont, d'une certaine façon, construits avec et construits contre l'école de Francfort, avec la volonté aussi de se saisir différemment des mêmes objets. Donc c'est pas que la philosophie a fonctionné comme un repoussoir, mais tu vois, comme une référence à partir de laquelle tisser des choses nouvelles. Il faut aussi être conscient que des littéraires spécialistes du texte, ils sont spécialistes du texte avec différents degrés de finesse, quoi. Et il y a aussi ça orchestré finalement. D'une certaine manière, Jacques n'a pas utilisé le terme, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on est dans une école qui d'une certaine manière relève par beaucoup d'aspects de la sociocritique. C'est pas forcément ce qui est partagé par l'ensemble des spécialistes de ces objets dans le champ académique en France. Donc la question des croisements disciplinaires, elle se joue parfois à des échelles beaucoup plus fines. Et puis, au gré des projets, les équipes s'élargissent ou s'étendent vers d'autres domaines. Il y a certains compagnons de route qu'on a perdus et qu'on retrouvera sans doute, qui représentent aussi certaines branches des sciences humaines et sociales qui étaient plus ou moins impliquées dans des projets collectifs. Donc ça bouge, mais c'est vrai que le noyau ici, c'est un noyau littéraire. Et, enfin voilà, tu en as très bien compris les raisons historiques, quoi. Oui, l'école de Francfort, tant qu'on y est, c'est le retour du refoulé professoral. L'école de Francfort qu'évoquait Loïc, c'est l'école auquel on associe les noms des théoriciens Adorno et Horkheimer, qui étaient des philosophes marxistes, qui ont fui l'Allemagne nazie et qui, de l'intérieur même, finalement, du système capitaliste américain, ont théorisé les premiers la notion d'industrie culturelle, industrie culturelle dans laquelle, d'une certaine manière, ils voyaient aussi le bras armé du capitalisme qui conditionnait les individus par son soft power pour en faire de parfaits sujets d'une société de consommation made in USA. Voilà. Et donc, c'est vrai que la vision des industries culturelles portée par la théorie critique d'Adorno et Horkheimer a alimenté aussi beaucoup un point de vue méprisant ou défiant sur les fictions de grande consommation et leur pouvoir aliénant. Et il a fallu aussi que nous, on se déprenne aussi de ces préventions pour mener les recherches dont on vous a parlé aujourd'hui. Il y a plein d'autres approches philosophiques de ces questions-là. Bien sûr, bien sûr. Absolument. Oui. Des questions? Ou alors on vous a saoulé pour le compte? Bon.
On vous remercie en tout cas d'avoir été là ce soir. On espère vous voir aux visites, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour éventuellement qu'on note vos noms pour les visites du 26 septembre et du 11 octobre. Voilà. N'oubliez pas de vous saisir d'un fanzine version Oui, et collector. puis il y a aussi quelques cartes. On n'a pas donné un coup de chapeau à Yocto, peut-être. C'est vrai, oui. Il faut quand même qu'on vous signale aussi que la séduction visuelle de l'exposition, dont vous avez une petite idée à travers les cartes postales que vous pouvez très librement récupérer à la sortie, qui reproduisent en petit les affiches, certaines des affiches conçues pour l'exposition. Cette séduction visuelle, on a beaucoup travaillé sur cette exposition, mais on n'est pas capable de tout. Et donc, on s'est assuré la collaboration créative de l'agence, de la jeune agence de graphisme Yocto Studio, dont le siège est à l'Irrésistible Fraternité. Et donc, on a beaucoup collaboré avec les deux graphistes Mathieu Arietta et Jean-Baptiste Clavé, à qui on a passé commande de visuels originaux. On est assez satisfait de leur travail. J'espère qu'il vous séduira. C'est entre autres ce travail qui aboutit aux 4 affiches là qui vous font face, mais que nous ne voyons pas. C'est eux aussi, bien sûr, qui ont conçu ce logo de l'exposition, illuminé par le sourire central de Zorro, que vous aurez tous reconnu sous son masque. Voilà. Merci.